Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Au mois de mars 1560, le château d'Amboise a été le lieu d'un événement qui aurait pu changer le cours de l'histoire de France, la Conjuration d'Amboise. Pour vous raconter ce drame, qui marque pour certains historiens le début des guerres de religion, je vais commencer par vous présenter les principaux protagonistes. Tout d'abord, Henri II, le roi qui vient de mourir au moment où commence ce récit, c'est-à-dire début juillet 1559, ayant reçu un éclat de lance dans l'œil au cours d'un tournoi, mais dont certaines décisions prises durant son règne vont peser sur les événements qui vont suivre. Catherine de Médicis, l'épouse d'Henri II, qui est désormais la reine-mère, et qui n'est pas encore la formidable politicienne qu'elle va devenir par la suite. François II, leur fils aîné, qui a 15 ans et qui devient donc le nouveau roi. Il est marié à Marie Stuart, 16 ans, reine d'Écosse, qui devient aussi reine de France. François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine, qui sont les oncles de la reine, Marie Stuart, et cette proximité leur permet d'exercer désormais un rôle de premier ordre auprès du nouveau roi, l'un comme grand maître de France, c'est-à-dire chef et surintendant général de la maison du roi, l'autre comme surintendant des finances. François II a d'ailleurs déclaré que ses deux oncles avaient charge entière de tout ce qu'il fallait qu'on leur obéisse, comme à lui-même. Mais, ce faisant, les frères Guise écartent du pouvoir les princes du sang, dont Louis de Condé. Les princes du sang descendent d'un roi, Saint-Louis en l'occurrence, et sont les héritiers possibles du trône, ce qui leur donne en principe un rôle prépondérant à la cour. On aurait pu penser qu'à 15 ans, François II était encore mineur et qu'une régence devait être mise en place pour gouverner. Mais depuis une ordonnance de Charles V de 1374, la majorité d'un roi était fixée à 13 ans accomplis, ce qui fait que François II est roi de plein droit, mais son jeune âge et son inexpérience le rendent très manipulable par ses deux oncles Guise. Les premières tensions apparaissent courant juillet, lorsque le nouveau gouvernement, aux prises avec des difficultés financières, se trouve contraint de faire des économies. Le 14 juillet, une ordonnance royale annonce la réduction des effectifs militaires. Les capitaines et soldats lésés par cette ordonnance, et qui, n'ayant parfois même pas été encore payés, viennent à Fontainebleau se plaindre au roi et se font rejeter par la garde à la demande du cardinal de Lorraine et repartent très mécontents. Ces mécontents, dont certains gentilshommes, vont constituer une partie des troupes qui vont s'opposer aux Guises au déclenchement de la Conjuration. Alors que la mort d'Henri II avait été accueillie par les protestants comme un présage de délivrance, Anne Dubourg, un conseiller au Parlement de Paris, proche des calvinistes, est pendue et son corps brûlé en place de Grève le 23 décembre. Son crime était d'avoir, en séance plénière du Parlement de Paris, c'est-à-dire aussi devant le roi Henri II, attaqué la politique royale de répression contre, disait-il, ceux que l'on nomme hérétiques. Cette exécution fournit aussi à la Conjuration une grande partie de ses effectifs. Il est toutefois important de préciser que si la Conjuration est souvent présentée comme une révolte des protestants, ils ne furent pas seuls à se rebeller et comme l'a déclaré Brûlart de Sillery, le prétexte de la Conjuration d'Amboise était la religion, mais il y avait plus de mécontentement que de huguenoterie, les huguenots étant les protestants calvinistes. Mais il fallait un catalyseur à ces mécontentements, et c'est ici que nous voyons apparaître le dernier personnage de la présentation, Jean du Barry, seigneur de la Renaudie. La Renaudie, puisque c'est surtout sous ce nom qu'il est entré dans l'histoire,
était un gentilhomme périgourdin qui, pour des raisons personnelles, avait un grand ressentiment envers les Guises. Il avait passé beaucoup de temps à recruter des mécontents et, après avoir tenté d'obtenir à Genève le soutien de Jean Calvin, qui, refusant la voie de la violence, l'avait repoussé, la Renaudie s'était tournée vers Louis de Condé, prince du sang dont je vous ai déjà parlé. Louis de Condé, proche des calvinistes, devient alors le capitaine muet de la Conjuration, la Renaudie en étant le chef actif. Le 1er février 1560, la Renaudie réunit à Nantes une assemblée composée d'un bon nombre de gentilshommes, de soldats et de roturiers venus de tout le royaume. À l'issue de cette réunion secrète, il fut décidé que tous les conjurés convergeraient le 10 mars vers Blois, où la cour était supposée se trouver, pour se saisir des Guises et imposer au roi le retour auprès de lui des princes du sang. Condé, bien qu'il soit demandé aux conjurés de lui prêter serment, continue de rester dans l'ombre. Depuis le mois de novembre, François II et Marie Stuart résident en effet à Blois, qui avait été recommandé au roi par ses médecins comme mieux adapté à la santé fragile du souverain. De plus, celui-ci apprécie les possibilités synégétiques qu'offre la région et qui lui permettent d'assouvir sa passion pour la chasse. Il ne tenait d'ailleurs pas en place et le 3 février, il part pour Marchenoir, à proximité de Vendôme, en ayant prévu de venir à Amboise le 27 février. Après la réunion de Nantes, la Renaudie monte à Paris chez un avocat nommé Pierre des Avenels, protestant lui aussi. Bien que n'étant pas dans la confidence, Pierre des Avenels prend conscience du projet de conjuration et prend peur, redoutant de s'y trouver impliqué contre son gré. Il décide alors d'informer un secrétaire du duc de Guise du projet. Lorsque ces renseignements parviennent aux Guises le 22 février, la cour se trouve à Marchenoir. Ils demandent alors au roi de partir immédiatement pour Amboise, où se trouve déjà la cour et dont le château permet la tenue d'un siège. Le déplacement de la cour de Blois à Amboise avait obligé la Renaudie à retarder du 10 au 16 mars le déclenchement de l'attaque, mais il y a déjà des conjurés aux environs d'Amboise. Le 4 mars, le duc de Guise envoie des patrouilles dans un rayon de 5 à 6 lieues autour du château, alors que la paranoïa s'installe à la cour. Sous la pression de la mère du roi, Catherine de Médicis, et dans un souci d'apaisement, François II promulgue le 8 mars un édit de tolérance, assouplissant les contraintes imposées jusqu'ici aux protestants. À partir du 10 mars, on commence à arrêter les premiers conjurés en forêt d'Amboise. Dans les jours qui suivent, des affrontements ont lieu dans les faubourgs de Tours et le château de Noisé est le lieu d'arrestation de plusieurs nobles. Le 15 mars, environ 70 manants sont arrêtés et amenés au château où le roi, toujours dans un souci d'apaisement, fait donner un écu à chacun, sauf aux 3 capitaines qui les commandent. Cette clémence est dictée par le fait que les Guises pensent avoir éliminé les conjurés. Mais le 17 mars à l'aube, 200 cavaliers portant une écharpe blanche se présentent sur la rive droite de la Loire. Les cris des bateliers en les apercevant amènent François de Guise à venir les attendre à la porte des Minimes qui se trouvait à l'extrémité de l'actuelle rue de la Concorde et à les faire fuir. On commence alors les exécutions. On pend les 3 capitaines qui accompagnaient les 70 manants. Le 18 mars, la Renaudie est tuée près de Château-Renaud. Son cadavre est pendu sur le pont d'Amboise avec un écriteau « La Renaudie, auteur de la conspiration, chef et conducteur des rebelles ». On exécute aussi ceux que l'on arrête dans les environs, soit par pendaison, soit en les noyant dans la Loire, soit, pour les nobles, en les décapitant. Le nombre des victimes varie entre 200 et 1000. Certains d'entre eux, avant de mourir, indiquent la responsabilité de Condé dans cette entreprise. Condé, justement, était arrivé à Amboise le 15 mars et évoluait devant la cour comme si de rien n'était. Mais devant les bruits circulant sur sa participation au complot, il déclare que si l'un des gentilshommes présents
persiste à l'accuser, il se déclare prêt à défendre son honneur en champ clos, ce qu'aucun n'ose faire. La tentative de ce conglomérat de mécontents qui voulait éliminer l'Église sans remettre en question le pouvoir royal a donc échoué. Délaissant un endroit empli d'horreur, François II et la cour quittent Amboise pour Chenonceau, où le roi fait son entrée solennelle le 31 mars. Il reviendra à Amboise le 23 avril avant de repartir le 4 mai. Le château d'Amboise, qui recevra encore 4 rois, ne sera plus qu'un lieu de passage pour ceux-ci. On peut avoir, pour finir, une pensée pour Catherine de Médicis. Dans son imaginaire, le château d'Amboise est-il resté comme le lieu des massacres de la Conjuration auxquels elle a assisté, ou a-t-elle préféré le voir comme le lieu où ses parents, Madeleine de la Tour d'Auvergne et Laurent de Médicis, s'étaient mariés le 2 mai 1518 ?